Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsque la question de l'intégration des personnes issues de l'immigration est évoquée dans les débats publics contemporains, des enjeux liés à la maîtrise et à l'emploi des langues y sont régulièrement associés. En effet, il semble communément admis aujourd'hui que des facteurs liés aux pratiques linguistiques jouent un rôle dans les difficultés rencontrées par les populations d'origine étrangère pour s'intégrer, c'est-à-dire, dans l'acception que nous privilégions dans ce texte, pour participer à égalité avec les autres membres de la société à sa vie sociale, économique et citoyenne. Plus précisément, il est fréquent de considérer que le degré de maîtrise de la langue principale de la communauté d'accueil explique en grande partie la réussite ou l'échec de l'intégration d'une personne issue de l'immigration, et constitue donc un des leviers sur lesquels les politiques publiques devraient agir afin de favoriser cette intégration. En s'appuyant sur l'argument voulant que l'intégration suppose la maîtrise de la langue commune, des politiques sont mises en place pour contraindre les personnes d'origine étrangère à apprendre la langue locale en faisant de cet apprentissage la condition d'accès à certaines ressources dispensées par l'État. Au-delà des diverses mesures prises en ce sens ici et là, v. Lucchini 2012/87, l'apprentissage de la langue officielle tient une place de choix dans les parcours d'intégration mis en place par différents pays européens, de Wergifos 2007/40-49, Extramiania et Van Avermaet 2011, Jacobs et Rea 2007, suivant la voie ouverte par les Pays-Bas en 1998. Dans le même sens, depuis 2004, le Conseil de l'Union européenne a défini une liste de principes de base communs pour les politiques d'intégration d'immigrants, parmi lesquels apparaît, dès le 4e point, l'idée que des connaissances de base sur la langue, l'histoire et les institutions de la société d'accueil sont indispensables à l'intégration. Commission européenne 2005/7. En Belgique, alors que la Flandre a instauré un parcours d'intégration obligatoire dès 2004, les régions bruxelloises et wallonnes se sont mises d'accord fin 2012 sur les contours d'un parcours d'accueil des primo-arrivants dont les modalités exactes doivent encore être précisées, mais dont on sait déjà qu'un des axes principaux concerne la formation linguistique des personnes ciblées par le parcours. Ce mouvement n'est en rien spécifiquement européen. Aux États-Unis, le président Obama, dans son projet de réforme de l'immigration, envisage de rendre obligatoire l'apprentissage de l'anglais à tous les immigrés. Toutes ces décisions politiques s'appuient sur une même évidence, que leur convergence vient par ailleurs renforcer. La maîtrise de langue du pays d'accueil par les populations d'origine immigrée va constituer un facteur décisif de leur intégration. À force d'être répétée et entérinée par différents discours ou dispositifs, cette évidence n'en devient-elle pas trompeuse ? Le consensus autour du rôle intégrateur des compétences linguistiques semble tel qu'il ne permet sans doute plus de répondre à différentes questions, pourtant centrales s'il s'agit de penser les liens entre langue et intégration. Pourquoi la maîtrise de la langue est-elle considérée comme utile, voire indispensable à l'intégration ? Suffit-il de parler la langue du pays d'accueil pour pouvoir s'intégrer ? Quel type de maîtrise de langue est nécessaire pour quel type d'intégration ? En outre, étant donné l'importance accordée par tous, tant les personnes issues de l'immigration que les membres du pays d'accueil, à l'apprentissage de la langue locale, on peut légitimement s'interroger sur ce qui explique que certaines personnes issues de l'immigration, dans quelle proportion, ne se soient pas encore appropriées celle-ci. Les discours qui circulent quotidiennement dans la presse, dans les débats politiques ou dans les conversations informelles véhiculent, explicitement ou non, des réponses à ces questions. Des réponses qui ne vont pas toujours de soi, loin s'en faut, mais qui le plus souvent ne sont pas interrogées tant elles semblent entourer, comme l'ensemble de cette problématique, du sceau de l'évidence. La recherche dont nous présentons les résultats ici, visait précisément à étudier et à interroger ces discours sur les rapports entre langue, immigration et intégration et plus particulièrement sur le rôle des facteurs linguistiques dans les trajectoires d'intégration. Cette étude, financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et conduite sous l'égide du service de la langue française, a poursuivi 4 objectifs. Il s'agissait premièrement d'étudier les discours circulant dans l'espace public, et de les analyser pour dégager les représentations qu'ils véhiculent, explicitement ou non, au sujet des rapports entre langue, immigration et intégration. Nous avons choisi pour ce faire de constituer et d'analyser un corpus de textes à partir d'articles de presse et d'espaces d'expression libres disponibles sur Internet,
forums, blogs, discussions faisant suite à des articles de presse, etc. Nous avons ensuite cherché à évaluer la diffusion et la prégnance chez les citoyens ordinaires des représentations ainsi identifiées dans les discours publiés sur Internet. Les individus témoignent-ils en général d'une attitude critique par rapport à ces représentations, ou celles-ci relèvent-elles, au contraire, de l'évidence, comme cela semble être souvent le cas pour les auteurs des discours analysés? Pour répondre à cette question, nous avons soumis un questionnaire reprenant les représentations répertoriées sur Internet à un large échantillon d'informateurs et mené des entretiens avec des personnes actives dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle. Dans de nombreux cas, les représentations en question s'appuient davantage sur des idées reçues que sur une analyse fine et nuancée de la réalité. Nous avons donc voulu, dans un troisième temps, interroger les fondements de ces représentations qui ne doivent leur évidence qu'à leur omniprésence dans le discours ambiant, et qui, malgré leur apparente validité, reposent souvent sur des stéréotypes et des idées reçues. Enfin, les représentations qui circulent au sujet du rôle des facteurs linguistiques dans les trajectoires d'intégration reflètent et alimentent des représentations plus générales sur l'immigration, l'intégration et la société. Elles participent en ce sens à un système de représentation plus vaste qui seul permet de réellement saisir les enjeux politiques que soulèvent ces discours sur la langue. Notre quatrième objectif était dès lors de mieux cerner ces représentations d'ordre plus général que les discours analysés contribuent à entériner et à diffuser, ainsi que leurs incidences sur notre imaginaire politique. Pour exposer les résultats de cette étude, nous commençons par présenter la façon dont nous avons constitué et analysé notre corpus de départ, afin de pouvoir identifier un ensemble de représentations fréquemment véhiculées par les discours évoquant les rapports entre langue, immigration et intégration. Nous décrivons ensuite la méthodologie de l'enquête quantitative et qualitative qui a été menée, afin d'évaluer la prégnance de ces représentations dans la population. Les résultats de cette enquête sont ensuite exposés. Pour chacun des 4 thèmes principaux à propos desquels nos informateurs ont eu à se prononcer, nous décrivons les réponses qu'ils nous ont fournies avant de tenter de les interpréter de façon critique et de pointer les questions que soulèvent certaines des représentations auxquelles de nombreux répondants semblent adhérer. Nous terminons cette section par une analyse de la façon dont les réponses tendent à se différencier selon les sous-groupes de notre échantillon. Enfin, dans un 4e chapitre, nous proposons une discussion critique des tendances dominantes des politiques d'intégration linguistique européennes, que nous interrogeons au regard des résultats de notre enquête et de celles d'autres chercheurs. Constitution et analyse d'un corpus de discours authentiques. Pour pouvoir dégager les représentations que les discours sur les rapports entre langue, intégration et immigration véhiculent, et pour pouvoir analyser les formes sous lesquelles ces représentations circulent, il nous fallait disposer d'un matériau authentique de base. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à recenser les positions que les citoyens ainsi que les journalistes et les experts expriment dans la presse ou dans des espaces d'expression libre, forums, blogs, discussions faisant suite à des articles de presse, etc., au sujet des aspects linguistiques de l'immigration. Dans ce but, nous avons réalisé des recherches sur Internet à partir d'une série de mots-clés, afin de constituer un corpus de texte de 11 822 mots. Une fois les résultats de recherche obtenus pour chaque mot-clé, nous avons visité les différents sites proposés et décortiqué la structure de chacun des discours recensés. Ceci nous a amenés à faire différents constats, nous permettant d'une part, de mieux comprendre le fonctionnement de ces représentations et de ces discours, 1.1, et d'autre part d'adapter notre méthode d'analyse à notre corpus, 1.2. 1.1. La logique argumentative des discours. 1.1. Les représentations explicites et implicites. Tout d'abord, nous avons constaté que les discours recensés contenaient toute une série de représentations sur les rapports entre langue, immigration et intégration, et que celles-ci pouvaient être véhiculées de façon différente. Premièrement, certaines représentations sont présentes dans les discours sous la forme d'affirmations qui peuvent étayer des prises de position sur les questions linguistiques liées à l'immigration. Elles sont alors véhiculées explicitement comme dans l'extrait suivant. Le manque de connaissance de base de la langue de la région est une des causes fondamentales de marginalisation. Je ne nie pas que même des immigrants qui ont une très bonne connaissance de la langue de la région
rencontrent parfois des difficultés énormes. Mais la connaissance de la langue est la toute première condition pour pouvoir participer à la vie sociale, économique et culturelle. Je vous invite à essayer de participer à la société wallonne sans connaissance de base du français. Bonne chance. L'auteur affirme explicitement que l'apprentissage de la langue est pour lui la toute première condition de l'intégration économique, sociale et culturelle. Dans le cas des représentations véhiculées de façon explicite, une analyse de contenu ordinaire suffit donc pour dégager les représentations des discours et les interroger. Mais les représentations sont également présentes dans les discours sous une forme implicite, ce qui rend l'analyse de contenu ordinaire insuffisante. Ces représentations sont moins vite identifiables car elles servent alors d'arguments implicites posés comme allant de soi, et servant à fonder une prise de position. Chaque jour qui passe, je rencontre quantité de gens qui sont venus chez nous simplement pour profiter des droits sociaux, allant jusqu'à acheter leur fiche de paye, contrat, pour faire croire à une occupation salariée suffisamment longue que pour leur ouvrir ces droits alors qu'ils n'ont jamais presté la moindre heure en Belgique, ou des gérants qui ne paient pas leurs cotisations sociales, vendent ces documents et flouent donc le système de la sécurité sociale belge tout en N', étant par ailleurs absolument pas intégré, langue, parce que le fictif en Belgique est essentiellement, pas seulement je suis d'accord, actif chez ces étrangers mal intégrés. Qui le système belge doit-il favoriser, privilégier ? Les honnêtes citoyens bien intégrés et contribuant au système, ou ceux mal intégrés qui le flouent ? A priori, ce discours ne paraît nous apprendre que le fait que l'auteur de ce discours s'insurge contre la façon dont certains étrangers mal intégrés profiteraient du système de sécurité sociale belge. On ferait face là à une représentation stéréotypée, voire ci-dessous, exprimée explicitement, qui consiste à imputer la majorité de la fraude sociale et fiscale aux personnes issues de l'immigration. Mais ce discours véhicule aussi de façon implicite une représentation sur les rapports entre langue et intégration. De fait, une analyse argumentative de cet extrait nous apprend rapidement que le point de vue présenté repose sur un argument véhiculant cette fois implicitement la même représentation présentée explicitement dans l'extrait précédent. Comme l'ont montré les théoriciens de l'argumentation, Plantin 1990-1993, nos raisonnements argumentatifs reposent souvent sur certaines prémices implicites qui servent en réalité de loi de passage entre le début d'un raisonnement et sa conclusion. Ces prémices implicites correspondent le plus souvent à un énoncé généralisant, autrement dit à une affirmation présentée comme évidente et admise de tous, qui est désignée dans la tradition rhétorique sous le nom de topo, ou lieu commun. Ces topoi argumentatifs peuvent s'appuyer notamment sur des principes moraux communément partagés, ou sur des représentations sociales qui sont d'autant plus susceptibles de fonctionner dans un raisonnement comme des prémices relevant en apparence de l'évidence et du simple constat qu'elles sont bien ancrées au sein d'un groupe social. Le raisonnement argumentatif de l'extrait numéro 2 peut donc être schématisé comme suit. Pour pouvoir affirmer la conclusion 2, le locuteur prend la précaution de justifier en quoi ces étrangers sont mal intégrés, en faisant laconiquement référence à la langue dans une incise. Or, ce saut argumentatif entre l'argument avancé dans la parenthèse « ils ne connaissent pas la langue » et la conclusion 1 n'est rendu possible que par l'existence d'un argument implicite reposant sur le topo 1. 1.1.2. Stéréotypes et idées reçues. L'analyse de notre corpus nous a également fait constater que les auteurs des textes étudiés prenaient rarement la peine d'étayer leur prise de position. C'est évidemment le cas lorsqu'elles reposent sur des représentations qui restent implicites, puisque cela suppose qu'elles relèvent de l'évidence, mais l'on constate de façon plus générale que les auteurs semblent considérer que leurs affirmations vont de soi. Ceci est notamment lié au fait que ces affirmations constituent des stéréotypes. Analysons l'extrait suivant. Et que dire de tous ces immigrés musulmans qui ne connaissent que les sales mots de notre langue, qui possèdent la double nationalité et qui votent pour des naturalisés comme eux qui n'ont qu'un seul but, favoriser massivement la naturalisation de leurs compatriotes. Il est facile de changer de nationalité pour en obtenir les avantages, tout en sachant que l'on est toujours l'enfant du pays. Je ne suis pas raciste mais comme vous, j'estime que choisir la nationalité du pays qui vous accueille et vous soutient et vous protège n'est pas un acte gratuit et se mérite.
Cet extrait, tout comme le numéro 2, présente des stéréotypes concernant les immigrés musulmans et notamment leurs pratiques linguistiques. Ces représentations relèvent du stéréotype en ce qu'elles constituent des généralisations basées sur l'appartenance à une catégorie, c'est-à-dire des croyances dérivées de l'inférence que tous les membres d'une catégorie donnée partagent les mêmes propriétés et sont donc interchangeables. Leyens et al., 1996/31. D'un certain point de vue, les stéréotypes ne sont qu'une forme particulière des représentations sociales qui nous servent à appréhender le réel en le simplifiant et à justifier nos actions et nos comportements. Abric 1994/13-17, Lipiansky 1991/38-58, 1992/187. Ainsi, bien qu'elles constituent nécessairement des images simplifiées du réel, nos représentations sont indispensables pour nous permettre de penser le réel et pour pouvoir agir dans le monde. S'ils s'appuient dès lors, comme l'ensemble des représentations sociales, sur une logique de simplification, le propre des stéréotypes est cependant que cette simplification repose, en ce qui les concerne, sur la tendance de chaque groupe à se doter de caractéristiques positives dont il prive les autres groupes, ce que les psychologues sociaux nomment le biais pro-endogroupe. Leyens et Iserbyt 1997/293-294, 304-305. En ce sens, les stéréotypes ne constituent pas simplement, comme toute représentation, une image simplifiée du réel, mais bien une image biaisée par les intérêts particuliers du groupe qui la produit et par sa position idéologique. Teifel 1972/286-287, qui le conduit à amplifier les différences minimes avec les exogroupes et à minimiser les différences à L'. Intérieur du groupe Leyens et al., 1996/86. Dès lors, dans nos sociétés démocratiques, le problème des stéréotypes n'est pas seulement cognitif. Le fait qu'il s'agisse de généralisations abusives, erronées du point de vue objectif, mais aussi et surtout éthique et politique, dans la mesure où les stéréotypes émergent au sein d'une communauté lorsque certains groupes parviennent à imposer des représentations d'eux-mêmes et d'autrui qui privilégient leurs intérêts, remettant ainsi en cause le principe d'égalité entre les citoyens. En raison des biais qui les déterminent, les stéréotypes au sujet d'un groupe ne vont pas uniquement déterminer la vision dominante développée à son sujet, mais ils vont également servir de fondement à la façon dont la collectivité va expliquer la situation sociale, économique, du groupe en question et dont elle va dès lors justifier les attitudes et les comportements à l'égard de ce groupe. Comme le souligne Leyens et al., 1996/101, les stéréotypes ont non seulement une fonction de différenciation sociale, ils clarifient et accentuent les différences entre groupes afin de doter leurs membres d'une identité positive et spécifique, mais également une fonction de causalité sociale. Ils proposent une explication de certains événements sociaux ou non sociaux en les associant à des groupes qui en seraient responsables, et une fonction de justification sociale. Ils justifient les comportements et attitudes à l'égard des exogroupes, Leyens et al., 1996/101. Ceci a pour conséquence que les stéréotypes jouent un rôle clé dans les discours argumentatifs qui servent à justifier des prises de position normatives en général ou plus spécifiquement politiques. Les stéréotypes, en tant que représentation sociale relativement indiscutable et admise de tous, peuvent donc aisément être mobilisés explicitement comme arguments sans devoir eux-mêmes être fondés sur une justification, tout comme ils peuvent fonctionner en tant que topoi à l'intérieur d'un raisonnement. Ainsi, dans l'extrait numéro 3, la logique argumentative prend appui sur un stéréotype qui est posé comme allant de soi. Les stéréotypes ne sont pas les seuls énoncés apparemment incontestables et cependant non valides, qui sous-tendent nos raisonnements argumentatifs. Ceux-ci reposent également parfois sur ce que l'on peut appeler des idées reçues, c'est-à-dire des représentations en partie non fondées de la réalité, mais qui sont néanmoins communément admises, parce qu'elles se fondent sur des extrapolations abusives ou des raisonnements de bon sens paraissant aller de soi. Dans notre corpus, les idées reçues concernant les rapports entre langue et intégration sont nombreuses. Dans le raisonnement qui précède par exemple, le topo repose sur l'idée reçue selon laquelle les personnes qui ne maîtrisent pas bien le français n'ont pas fait les efforts nécessaires pour acquérir cette langue, idée reçue qui sera discutée plus loin, V3.3.5. Dans l'extrait suivant, c'est une autre idée reçue au sujet de la langue qui est exploitée. C'est facile d'être bilingue si on est dans une situation bilingue,
Le vrai bilingue est très rare. Parler anglais à l'école et français à la maison est souvent à l'origine de faux bilingues, faibles dans les deux langues parce que l'enfant a une expérience limitée dans les deux langues. 12. La croyance, exprimée dans cet extrait, selon laquelle l'emploi de langues différentes à l'école et à la maison par un individu se ferait nécessairement au détriment de la maîtrise de ces langues, semble constituer une idée reçue. L'on verra en effet qu'il n'est pas si évident de considérer que ce bilinguisme est nécessairement source de difficultés, V3.3.1. Cette idée reçue est sans doute basée sur certaines extrapolations à partir d'expériences que tout un chacun peut faire spontanément. Constatant qu'il leur arrive d'employer des mots d'une langue I lorsqu'ils parlent une langue X, et partant du principe que pendant qu'ils investissent de l'énergie dans un domaine de connaissance, ils ne l'investissent pas dans un autre, les individus en viennent à penser que l'utilisation dans la famille d'une langue différente de celle de l'école a un impact négatif sur leur apprentissage. Ajoutons que si les stéréotypes et les idées reçues peuvent facilement apparaître comme des descriptions appropriées de la réalité susceptibles de fonder nos raisonnements, c'est notamment parce qu'ils s'organisent souvent en un système de représentation qui peut avoir une fonction proprement idéologique au sens où il permet d'établir des rapports en apparence logiques entre ces représentations, et de les articuler de manière à ce que ce système puisse faire reconnaître la vision du monde qu'il promeut comme conforme à la réalité. Lipiansky 1991/58. La cohérence qui se dégage alors du système des stéréotypes et des idées reçues leur permet de fonctionner dans les discours argumentatifs de façon d'autant plus indiscutable à première vue, tout en autorisant les locuteurs qui les mobilisent à tirer des conclusions non fondées à partir de constats objectifs. Romainville 2010/66. 1.2. Des discours aux représentations. Vu l'apparente évidence et le caractère souvent implicite des stéréotypes et des idées reçues, nous ne pouvions nous contenter de n'identifier que ceux qui apparaissaient clairement dans les discours analysés. En effet, si certains de ces discours sont clairement idéologiquement orientés, d'autres apparaissent comme évidents et incontestables alors qu'ils reposent tout autant sur des stéréotypes et des idées reçues. Voici par exemple les propos d'une journaliste qui évoque les difficultés auxquelles l'école fait face aujourd'hui. Au rayon des changements sociétaux, on peut évidemment pointer la diversification du public scolaire devenu multiculturel. Les enfants issus de l'immigration qui ne parlent pas le français à la maison, et les primo-arrivants ne maîtrisent évidemment pas le français comme d'autres. 13. A priori, ce discours paraît n'exprimer qu'un point de vue apparemment objectif et indiscutable sur une question de société. Or, une analyse argumentative de cet extrait montre que cette évidence repose sur des représentations qui n'apparaissent comme recevables que parce qu'elles sont extrêmement fréquentes. D'abord, la journaliste semble faire un amalgame entre le public multiculturel d'une part et les élèves non francophones et primo-arrivants d'autre part, comme si la plupart des élèves d'origine étrangère, le public multiculturel, étaient des non francophones ou des primo-arrivants, ce qui contribue à véhiculer l'idée reçue selon laquelle les difficultés scolaires que rencontrent de nombreux élèves issus de l'immigration sont essentiellement dues au fait qu'ils ne seraient pas francophones. Ensuite, le second énoncé du journaliste repose précisément sur l'idée reçue relative au bilinguisme évoquée dans l'extrait numéro 4. Le fait de parler une autre langue à la maison impliquerait évidemment qu'on parle moins bien le français. Cet extrait, véhiculant en apparence une vision neutre et objective sur un fait de société, regorge donc de représentations posées implicitement ici comme allant de soi et qui pourtant ne rendent pas justice à la complexité de la réalité. Afin de pouvoir dégager un maximum de représentations courantes dans notre corpus, il nous a donc paru judicieux de mettre en œuvre une analyse nous permettant de ne pas être aveugles aux représentations implicites qui jalonnent les discours. Il nous fallait dès lors passer par une étape d'analyse de ces discours pour y identifier les représentations véhiculées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.